Bonjour Emmanuel Dupuis. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Radio J. Vous êtes président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, l'IPSE. Vous êtes également professeur associé à l'Université Paris-Sud, spécialiste de géopolitique et des questions de sécurité et de défense. Le monde est dans l'attente de la décision de Donald Trump. Les États-Unis vont-ils ou non intervenir militairement et directement en Iran en appui à Israël? Le président américain n'aurait pas encore fait son choix, à en croire le Wall Street Journal. Emmanuel Dupuis, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que c'est une hypothèse qui vous semble de plus en plus probable? Américain, en quittant prématurément la réunion du G7, a semblé donner l'impression qu'il se préparait à quelque chose de plus grand que le cessez-le-feu, eu égard au tweet ravageur qu'il a fait par rapport à la décision, enfin l'évocation qu'on avait faite de manière un peu abusive, le président Emmanuel Macron. On le sait depuis maintenant quelques jours, les bombardiers furtifs, les bombardiers B-2 américains, ceux qui peuvent transporter les bombes en capacité de mettre réellement à mal le programme nucléaire, notamment ceux qui peuvent percer des centaines de mètres de roches et de béton, notamment dans la centrale de Fordo, où précisément les Israéliens, jusqu'à présent, n'arrivent pas à percer les murs, semblent donner quelques indications de cela. On a eu ces dernières heures la confirmation de la présence de bombardiers lourds américains sur la base de Diego Garcia, donc à proximité ou en capacité donc d'aller frapper l'Iran dans les prochaines heures. Justement, Emmanuel Dupuis, pourquoi l'usage de cette fameuse bombe américaine, la GBU-57, ne pouvant, rappelons-le, être larguée que par des avions américains B-2 compte tenu de son poids? Pourquoi cette arme, pourquoi cette bombe américaine pourrait être, selon vous, un game changer dans cette guerre? Premièrement parce que c'est la seule qui peut percer jusqu'à présent le caractère inatteignable des centrifugeuses, précisément celles qui ont permis d'enrichir indûment, puisque cela contrevenait à l'accord sur le nucléaire iranien qui avait été signé le 14 juillet 2015, les 400 kilos donc d'uranium enrichi à raison de 60%, peut-être davantage que 60%. Et donc cette bombe de 11 tonnes donc de TNT, donc quasiment l'équivalent d'une mini-bombe nucléaire, est la seule qui puisse percer la roche où se situeraient ces capacités donc enfouies, et donc enfouies au sens propre comme au sens figuré, car l'Agence internationale de l'énergie atomique n'y a pas eu accès, en tout cas ces derniers mois. Là, pour le coup, si cette centrale nucléaire était atteinte, ça portait un coup fatal, ou en tout cas un coup déterminant pour empêcher, pour ne pas dire incapaciter l'Iran à disposer d'une capacité militaire nucléaire. Et ça pourrait accélérer d'une manière ou d'une autre la fin de la guerre? Alors, la question est posée peut-être autrement, parce que la fin de la guerre ne se terminera pas, je crois, avec la fin du programme nucléaire. Je pense qu'on est rentré depuis quelques jours dans une autre phase. Razan Pahlavi, l'héritier du trône, le fils du Shah d'Iran, l'a rappelé il y a quelques heures, en appelant désormais la population iranienne à se soulever et accessoirement à ne plus participer à l'effort industriel, bref, de faire une grève générale pour accélérer le délitement et la chute du régime. On en est aujourd'hui, sans faire des comptes macabres, à plus de 20 ou 25 officiers généraux du corps, donc des gardes de la révolution des Pasdaran, qui ont été mis hors d'état de nuire, à peu près autant de scientifiques nucléaires. Donc la prochaine étape est la décapitation par le haut du leadership des Pasdaran, ceux qui jusqu'à présent tenaient d'une main de fer le régime iranien. Et de ce point de vue, si les Pasdaran ne sont plus en capacité ni de répliquer ces dernières heures, ont été, et il faut s'en réjouir, peut-être moins propices à l'envoi de missiles balistiques sur le territoire israélien. Il y a eu une attrition de cette capacité d'envoi, tout simplement parce que les Israéliens poursuivent leur objectif, qui est non seulement la fin et l'empêchement du programme, l'empêchement de l'avancement du programme nucléaire iranien, mais également la volonté de détruire les capacités balistiques de ce même régime iranien. Si on écarte cette hypothèse d'une utilisation par les États-Unis des GBU-57, quelles sont les autres modalités d'intervention possibles du côté américain? Les Américains et les Israéliens ont plusieurs autres capacités. Premièrement, sur le territoire iranien, notamment
plusieurs sources sans que l'on puisse en déterminer le caractère parfaitement exact, font état évidemment d'un certain nombre d'agents de renseignement qui sont déjà présents sur le territoire iranien. Il en est vrai pour les services israéliens, il en est vrai aussi pour les services américains, ce qui, je crois, a créé un sentiment de panique et d'inquiétude forte au sein même du leadership autour du guide suprême. Maintenant, les Américains ont d'autres capacités d'action. Vraiment, ils ont une capacité d'action diplomatique pour empêcher que d'autres pays ne viennent secourir ou aider notamment les le Pakistan. Israéliens. On a lu qu'il y avait une discussion avec le chef d'état-major pakistanais ces dernières heures, côté américain. Particulièrement le Pakistan, car il faut se souvenir que l'administration Biden avait mis un frein à la coopération militaire que le président Trump avait lui-même engagé lors de son premier mandat. Donc s'il y a une capacité d'action vis-à-vis du régime et du pouvoir Islamabad, il n'y a que les Américains qui peuvent le faire, car ils prodiguent à raison de 2 milliards d'euros qui sont donnés annuellement à la coopération militaire et donc aux capacités potentiellement offensives que le Premier ministre pakistanais a proposé de mettre à disposition de l'Iran. Ensuite, il y a la Turquie. La Turquie a dénoncé l'attitude d'Israël, mais la Turquie est membre de l'OTAN. Et de ce point de vue, il y a aussi, et accessoirement accueille des bases, des soldats des membres de l'OTAN et accessoirement des armements américains. Donc, de ce point de vue, les États-Unis ont encore la capacité d'agir sur Recep Tayyip Erdogan et sur le Premier ministre pakistanais. Et puis surtout, ils ont la volonté et la capacité, ça a été malgré tout démontré à l'occasion du G7 qui s'est déroulé il y a quelques heures dans les montagnes rocheuses canadiennes, qu'il y a une unité européenne et une unité du G7, puisque l'ensemble des pays, G7-1, dans sa déclaration finale, a soutenu l'idée qu'il fallait empêcher par tous les moyens l'Iran de disposer d'un programme nucléaire militaire. Et il y a quelques minutes, le ministre allemand des Affaires étrangères, Johann Vadful, a d'ailleurs considéré comme acceptable, compréhensible les frappes israéliennes menées contre l'Iran. Emmanuel Dupuis, si Fordo n'était pas détruit, est-ce que cette guerre israélienne n'aura finalement réalisé que l'un de ces deux objectifs stratégiques prioritaires, à savoir l'annihilation du programme atomique iranien, au moins pour quelques années? Est-ce que c'est ça aussi qui est en train de se jouer dans ces prochaines heures? Moi, je crois que le principal objectif, c'est pas forcément exclusivement la mise en capacité du programme industriel, en capacité industrielle, d'un enrichissement donc nucléaire de matières fissiles, en capacité de passer du seuil civil au seuil nucléaire, mais surtout d'empêcher les capacités d'envoi. Et de donc le balistique. Je crois que les Israéliens, dans les premières heures, ont montré que leur principal objectif, c'était d'empêcher d'incapacité, au sens propre du terme, l'utilisation des missiles balistiques. Premièrement, par rapport à la capacité de rétaliation dont on fait preuve malheureusement l'Iran, mais surtout en empêchant que des charges nucléaires puissent être éventuellement portées par des missiles dont on sait que la capacité d'action, dans leur dimension la plus large, peut avoisiner les 2000 à 2500 km. Donc on n'est plus avec une focale en amont de l'enrichissement, mais en aval, avec la question de l'arsenalisation et le port de ces ogives. Si on croit Benjamin Netanyahou, qui est déjà en 2015 et ensuite évoqué l'idée selon laquelle il ne fallait pas seulement se focaliser sur la matière fissile, la matière nucléaire, mais les capacités balistiques de l'Iran et de l'associer ou de l'intégrer dans l'accord sur le nucléaire, ce que nous n'avions pas fait en 2015. Je crois qu'il y a évidemment la preuve qu'aujourd'hui, la principale menace, c'est les capacités balistiques de l'Iran et de ses séides et de ses proxys. On sait que les États-Unis ont, et c'est peut-être une façon aussi de répondre, de compléter la réponse par rapport à votre précédente question, les États-Unis ont toujours la capacité de frapper durement les Houthis au Yémen et donc d'empêcher que ces derniers ne brandissent leurs menaces et de mettre à exécution l'idée d'envoyer non seulement des drones mais des missiles. Il y a eu des missiles qui ont été envoyés, qui ont été tirés depuis le Yémen, ils ont été interceptés ou ils ne sont pas arrivés sur le territoire iranien, heureusement. Emmanuel Dupuis, je rappelle que vous êtes notre premier invité cet après-midi dans le Grand Journal et que vous êtes président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Est-ce que cette campagne militaire israélienne, toujours en cours et qui pourrait durer encore quelques semaines, si on en croit à certains officiels israéliens, est-ce que cette campagne a d'ores et déjà révélé des failles assez inattendues au sein de l'appareil militaire du régime chiite?
Ah oui, la meilleure preuve en est, c'est que dans les premières heures, il y a eu l'élimination de la quasi-totalité du haut commandement, non seulement des gardiens de la Révolution, mais des services de renseignement et des forces armées. Ce qui, évidemment, va nourrir des tensions entre eux. Déjà, c'est une première chose, puisqu'on sait qu'il y a une très forte concurrence, pour ne pas dire parfois des caporalisations non acceptées du fait que les forces armées iraniennes et les gardiens de la Révolution sont deux armées avec des commandements différents. Et donc les capacités balistiques sont à la fois celles des forces armées iraniennes, mais aussi et surtout celles des gardiens de la Révolution. Donc les premières heures ont démontré la capacité d'action de l'État d'Israël dans deux domaines, ce qu'on appelle l'UMINT et le GEOMINT, c'est-à-dire la capacité depuis sans doute de nombreuses années à avoir pénétré le système sécuritaire iranien. La meilleure preuve en est les cibles frappées, les frappes très chirurgicales, millimétrées, qui ont mis hors d'état de nuire le chef des gardiens de la Révolution, le chef d'état-major, ainsi que son successeur il y a quelques jours. Et ainsi que le successeur qui n'a pas exécuté son mandat, si je puis m'exprimer ainsi, plus de 24 heures ou 48 heures. Et puis bien sûr, une capacité de frapper les rampes de missiles tout autour de Téhéran. D'ailleurs, la nuit dernière en a été la preuve, puisqu'il y a eu des frappes autour de Téhéran, et pas forcément à l'intérieur de Téhéran, mais on le sait aussi, le ministère de la Justice, une aile du ministère des Affaires étrangères, celle qui s'occupait justement des relations avec le Hezbollah, avec les Houthis, avec les milices Hezbollah, des Hezbollah irakiennes, avec les milices chiites irakiennes et bien sûr avec le Hamas, a aussi été détruit, tout comme le quartier général des services de renseignement et bien sûr le quartier général des gardes de la Révolution. Donc deux domaines, une capacité d'action en profondeur dans Téhéran et sans doute dans les autres grandes villes iraniennes, une capacité d'action sur les sites nucléaires, une capacité d'action aussi sur les sites pétroliers. On ne l'a pas suffisamment dit, mais un certain nombre, la prochaine étape, et peut-être est-ce celle-ci sur lesquelles les Américains seront beaucoup plus engagés, sera de frapper les capacités gazières et pétrolières le long de la rive septentrionale du golfe Persique. Alors justement, Emmanuel Dupuy, je voudrais qu'on fasse le lien avec certaines réactions diplomatiques. On va commencer par les réactions chinoises, puisque vous parliez du pétrole. Le président chinois Xi Jinping a condamné hier l'action militaire israélienne en Iran. Il faut préciser que les Chinois achètent aujourd'hui 90% du pétrole iranien, compte tenu des sanctions internationales qui visent le régime chiite. Pour autant, Pékin reste pour le moment assez à distance, assez passif même dans ce dossier. D'abord, est-ce que ça pourrait changer si des frappes étaient menées contre des sites énergétiques iraniens? Et puis, est-ce que c'est un signe, jusque-là en tout cas, que le Moyen-Orient n'est pas une priorité pour Pékin? Non, je crois que le Moyen-Orient est une priorité pour Pékin. La meilleure preuve en est, c'est que il y a 2 ans, en mars 2023, oui, je ne me trompe pas, il y avait eu une tentative qui avait réussi de médiation. Rétablissement des relations entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Et ce qui était là aussi un game changer, vous avez raison de le mentionner dans vos précédentes questions, entre le président Raïssi, hélas, décédé l'été dernier, et le prince héritier et Premier ministre Mohamed Ben Salman. Donc je crois que les Chinois veulent se suppléer à l'incapacité américaine à trouver une issue diplomatique sur la question donc de la stabilisation dans le Golfe Persique. Mais on les entend très peu pour le moment. Alors on les entend très peu indirectement, car ils ont, comme la Russie, comme la Turquie, comme le Pakistan, et après tout aussi, on peut le comprendre, comme un certain nombre de pays arabes, fait des déclarations, j'allais dire, attendues. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils y croient, ça ne veut pas forcément dire qu'ils vont les mettre en application. La Chine veut une chose essentielle, faire en sorte que les middle corridors, et notamment ceux qui émergent, l'IMAC, le corridor qui va relier l'Inde, l'Arabie Saoudite, Israël et l'Europe, soient d'une certaine façon désamorcés ou désorganisés. Pourquoi? Parce qu'ils ont bien compris que ces middle corridors, ceux qui rejoignent l'Inde à la Russie, ceux qui rejoignent l'Inde au Golfe, à travers le Golfe Persique, à travers l'Arabie Saoudite, notamment Israël, sont des concurrents des routes de la soie. Ce que veulent absolument les Chinois, c'est que l'Iran reste un hub qu'ils puissent traverser à la fois pour leur pétrole, pour leur gaz, et après tout aussi
pour les marchandises qui transitent d'est en ouest, mais aussi d'ouest en est. C'est la raison pour laquelle la Turquie et la Chine ont des logiques concomitantes pour éviter une escalade du conflit qui viendrait perturber cette perspective économique. Merci beaucoup Emmanuel Dupuis d'avoir été avec nous en direct sur Radio J dans le Grand Journal. Je rappelle que vous êtes le président de l'IPSE, l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, et que vous êtes également professeur associé à l'Université Paris-Sud, spécialiste de géopolitique et des questions de sécurité et de défense. On peut retrouver cet entretien sur radioj.fr et sur notre chaîne YouTube. Très bon après-midi à vous et à bientôt sur Radio J. Merci à vous.